C'est bon, c'est parti. Ok. Alors, je vais faire donc, bienvenue dans la seconde édition consécutive de la Fête de la Science et de la Semaine du Développement durable 2022, qui a lieu du 26 septembre au 7 octobre. La Fête de la Science est un événement qui a lieu depuis plus de 30 ans en France et qui vise à promouvoir l'enseignement de la science à l'école en mettant directement en contact les chercheurs, les associations avec les institutions scolaires. La Fête de la Science vise à promouvoir la culture scientifique auprès du grand public. Et au Chili, ce rendez-vous annuel et incontournable réunit les élèves, les professeurs et les parents d'élèves des lycées français du Chili autour d'un programme d'activités scientifiques en français et dont la thématique est le développement durable et la protection de l'environnement. Cette année, les tables rondes de la semaine d'orientation professionnelle, organisées entièrement en ligne, du 26 au 30 septembre, sont toutes reliées à un objectif de développement durable inscrit dans l'agenda 2030. La table ronde d'aujourd'hui porte sur le 3e ODD, Objectif développement durable, bonne santé et bien-être. Pour rappel, l'ODD Bonne santé et bien-être consiste à permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Pour traiter de ce sujet, nous sommes très heureux d'accueillir 3 professionnels de la santé physique et psychologique. Nous avons Younes Aïtalal, Amaury Leveugle et Pierre-Éric Sutter. Pour commencer, donc, comme on a pu le voir auparavant, je vous propose de vous présenter tour à tour pendant environ 5-6 minutes, donc chacun, de nous raconter un peu votre parcours universitaire, académique, votre parcours professionnel, votre métier actuel, si vous en avez une spécialisation, et les défis auxquels vous faites face dans votre activité par rapport à ce thème-là de l'environnement et du développement durable. Bienvenue à tous. On commence par vous, Younes. Alors, allons-y. Enchanté, du coup, moi c'est Younes, donc je suis coach sportif indépendant sur Bordeaux. Donc du coup, un parcours universitaire assez étrange. J'ai eu un bac S scientifique à Bordeaux. Je suis passé par des études de médecine que j'ai validées sur les 3 premières années. Mais après, du coup, j'ai été rattrapé par ma passion, donc qui est le sport, étant donné que j'ai pu m'orienter vraiment très rapidement vers une carrière sportive en devenant athlète de haut niveau dans les sports de combat. Et malheureusement, la vie d'athlète, c'est aussi une vie de blessure. Je me suis blessé gravement. J'ai décidé de ne pas reprendre mes études de médecine, mais plutôt de me consacrer entièrement à ma passion, qui est le sport. Et du coup, c'est là où démarre mon vrai parcours qui nous intéresse par rapport à cette profession de coach sportif. J'ai effectué un BPJEPS, activité de la forme avec 2 options, musculation et cours collectif. Donc, je me suis retrouvé à travailler dans une boîte à Bordeaux très rapidement. C'est un super beau club premium sur Bordeaux qui s'appelle Elevate, dont j'ai été responsable 2 ans. Et après ces 2 ans, je me suis retrouvé coach indépendant à mon compte. Et aujourd'hui, je travaille en entreprise et aussi avec des particuliers. Et du coup, je continue toujours ma carrière d'athlète en parallèle. Ok. Bon, on reviendra un peu plus en détail après avec des questions plus spécifiques. Complètement. Pierre-Éric, on vous écoute pour votre présentation. Avec plaisir. Alors, ça va être un peu plus long parce que je suis un peu plus vieux que Younes, pardon, hein, c'est le privilège de l'âge. Effectivement, Aucun problème. j'ai commencé, si j'ose dire, ma carrière en étant diplômé de psychologie en 1991. Les destinées qui sont les miennes m'ont conduit ensuite à faire un master de gestion recherche en 2003, puis une licence de philosophie en 2013. Alors, mon diplôme initial de psychologue m'a destiné bien évidemment à prendre en charge la santé mentale et psychique des personnes qui me consultent ou pour lesquelles les entreprises me consultent, je vais y revenir. Et effectivement, il faut bien noter qu'un psychologue, c'est un personnel de soins, si bien sûr il a la formation adéquate, c'est-à-dire une formation en psychologie clinique, parce qu'en psychologie, il y a plusieurs familles, j'y reviendrai probablement, plusieurs familles de psychologues. Effectivement, un psychologue clinicien soigne des maladies un peu particulières qu'on appelle des psychopathologies, d'accord. Par son intervention, il permet à ses patients à la fois
de soigner ces maladies psychiques, mais aussi de retrouver leur bien-être. Parce qu'un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, il ne peut pas prescrire des médicaments, mais en clinique, en tout cas, il peut aider les psychiatres à ce que les personnes qui ont des psychopathologies retrouvent leur bien-être. Voilà. Mais sinon, il y a d'autres façons d'intervenir, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, mais je vais y revenir. Donc, il faut retenir d'abord qu'il y a deux grandes familles de pratiques en psychologie, les psychologues cliniciens, comme je viens de le dire, mais aussi les psychologues du travail, ceux qui interviennent pour les entreprises ou pour aider les salariés. Et enfin, il y a une troisième famille, c'est ceux qui font de la recherche scientifique en psychologie et qui enseignent. Et justement, comme je disais, comme j'ai 30 ans d'expérience, j'ai eu le temps d'explorer ces trois familles au travers de trois métiers pour ces trois publics bien différents que sont les entreprises, les particuliers et les étudiants. Alors justement, pour les entreprises, c'est d'ailleurs mon premier métier initial, puisque j'avais un diplôme au départ de psychologie du travail. Je suis consultant en prévention de la santé mentale et environnementale au travail pour le compte d'entreprise, puisqu'en France, on a des obligations en matière de santé au travail, et de plus en plus sur la partie environnementale. Et donc là, on est bien d'accord, c'est la famille de la psychologie du travail, la première famille. Ensuite, j'ai une activité, j'ai une deuxième casquette pour les particuliers, un peu comme Younes, qui travaille pour les deux. Je suis psychothérapeute pour adultes, et ma spécialisation, c'est la souffrance au travail, et aussi l'éco-anxiété, donc toutes les souffrances liées aux angoisses liées aux problèmes environnementaux. Et là, on est bien dans la famille de la psychologie clinique avec une clientèle de particuliers. Et enfin, pour le troisième public que sont les étudiants, je suis enseignant-chercheur en psychologie, où j'enseigne en licence 3, troisième année de licence, et en master 1 et master 2, donc les dernières années qui donnent un diplôme, un master de psychologie aux étudiants que j'encadre. Et là, on est bien dans la dernière famille, la famille de la recherche. Et j'expliquerai, quand ça sera à nouveau mon tour, de pourquoi j'ai eu envie d'aller vers ces trois familles de la psychologie et ces trois types de publics. Ok, merci beaucoup Pierre-Éric. On va vous écouter vous présenter Amaury. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Amaury. Actuellement, j'ai 27 ans. Je suis interne en médecine générale sur le département des Antilles-Guyane. Donc, un département qui est composé de l'île de Saint-Martin, l'île de la Guadeloupe, l'île de la Martinique et également de la Guyane française. Moi, je viens de Lyon. J'étais au lycée à Lyon à la Croix-Rousse. Après, j'ai fait mes études de médecine à Lyon. Et après, nous avons la possibilité de choisir de partir dans les Antilles, qui est un département de la France, pour y assurer la permanence médicale en tant qu'interne. Et donc, j'ai fait le choix de faire de la médecine générale. Donc, voilà, je suis parti là, ça fait 11 mois que je suis arrivé ici. Et il me reste encore 2 ans à faire pour finir mes études et aller jusqu'au bout du long processus par lequel il faut passer pour devenir médecin. Voilà. J'ai eu un parcours un peu spécial aussi. Quand j'étais au lycée, ça se passait pas très bien. Moi, je voulais devenir médecin. À la base, mon but, c'était de faire du secours héliporté. Donc, c'est le secours, les médecins qui partent dans les hélicos pour aller sur différents terrains d'action. C'est plus quelque chose qui se fait à travers de la médecine d'urgence. Donc, je suis rentré déjà, moi, je voulais faire médecine depuis ma classe de seconde. J'ai de nombreuses personnes dans ma famille qui étaient médecins. Et comme ça se passait pas très bien en lycée, on m'a dit que ce serait pas possible pour moi d'aller en médecine et que j'avais pas de niveau. Donc, je me suis inscrit pour préparer le concours de l'école d'infirmier à l'IFSI. En sortant du bac, je suis donc allé à l'IFSI et durant la préparation de ce concours, j'ai pu être en contact avec différents acteurs de la santé, différents profs, voilà, qui m'ont vraiment conforté dans mon choix du fait que ce que je voulais faire, c'était vraiment de la médecine. Et donc, je suis quand même allé au bout de mon année. J'ai passé mon concours infirmier à l'IFSI que j'ai eu. J'ai été accepté à l'école d'infirmier. Et quand ils m'ont demandé si je voulais venir, j'aurais dit que du coup, je m'étais inscrit à ce qui s'appelait à l'époque la PACES, qui n'existe plus aujourd'hui, car il y a eu une réforme.
Et donc, du coup, l'année suivante, je me suis inscrit en PACES. Et j'ai fait une première année de PACES, une deuxième année de PACES, car on pouvait passer du premier coup, mais c'était quand même une année de concours pour rentrer dans les études de médecine qui était très difficile. Généralement, les gens la font plutôt en 2 ans. Et arrivé en deuxième année, j'ai choisi d'apprendre l'espagnol car je voulais monter un projet pour partir étudier du coup en Amérique du Sud, en Argentine. Donc j'ai appris l'espagnol en un an très rapidement. Il fallait que j'ai un niveau B2 pour partir, pour me demander la faculté. Donc je me suis très investi dans ce projet. J'ai réussi à avoir ma deuxième année et ayant mon niveau B2, j'ai validé mon deuxième semestre de troisième année. Je suis parti donc à la fin de ma troisième année de médecine étudier en Argentine pendant 5 mois pour un voyage total de 8 mois. Puis je suis revenu et là, je suis allé jusqu'au bout en France de ce qu'on appelle le cours de l'internat. Donc, c'est ce qui se prépare sur la 4e, 5e et 6e année pour aller jusqu'au bout, passer ce concours et finalement voilà, pouvoir choisir de venir travailler ici dans le département des Antilles-Guyane. Et aujourd'hui, j'exerce donc voilà, en cabinet, dans le cadre des stages qu'on a à faire, donc au cabinet de médecine générale, dans différentes structures aussi, privées, comme des structures d'hospitalisation à domicile. Et actuellement, je suis en stage aux urgences, voilà, dans un hôpital où j'accueille les patients aux urgences pour leur proposer une prise en charge adaptée à leurs besoins. D'accord. Dis donc, il y en a des choses à dire dans le milieu médical, de super profils. Vous nous avez décrit chacun dans sa spécialisation. Et du coup, me vient simplement une question liée à l'environnement, enfin la protection de l'environnement et au développement durable. Chacun dans vos spécialités et avec dans vos expériences, donc qu'elles soient plus longues pour vous, Pierre-Éric, et un peu plus récentes pour vous, Amaury et Younes, est-ce que vous avez vu dans vos études ou dans votre profession, enfin plutôt comment vous avez vécu les évolutions par rapport à cette prise de conscience environnementale dans vos métiers, dans chacun de vos métiers? Et comment Alors, aussi la manière d'enseigner, pardon, excusez-moi, a évolué entre en 1991, comme vous nous avez dit, Pierre-Éric, et plus actuellement, Amaury. Et vous aussi, Younes. Du coup, je vous donne la parole. du coup, il y a quelque chose qui me vient très, très rapidement à l'esprit pour mon domaine. C'est que, par exemple, dans le sport, c'est un milieu qui est très, très, très étroitement lié à l'alimentation. C'est-à-dire que peu importe les objectifs sportifs qu'on peut avoir, si avant tout ce qu'on recherche avant tout est le bien-être, ce qui va être très, 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 très important de mettre en évidence, ça va être justement à quel point il faut être peut-être strict, n'est peut-être pas le bon mot, mais très méticuleux sur son alimentation. Et aujourd'hui, grâce aux dernières études qu'on a eues, mais ces études-là, on les a même depuis les années 2000, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vraiment une alimentation qui est vraiment du coup axée sur ce développement durable, mais au-delà de ça, qui n'est surtout pas du tout transformée, qui va peut-être donner les meilleurs nutriments à un corps qui recherche justement ce bien-être. Donc vraiment, vraiment, la première chose moi, qui me vient à l'esprit par rapport à ça, c'est vraiment ce côté alimentation, vraiment, vraiment se concentrer sur des choses qui n'ont subi aucune transformation, avec bien sûr le moins de pesticides. Et c'est quelque chose qui, dans le milieu sportif, est devenu complètement courant. C'est-à-dire que tous les coachs sportifs aujourd'hui sont quasiment obligés de donner quelques informations à leurs clients sur la nutrition. Et c'est un conseil qui vient en premier, clairement. Donc là-dessus, c'est complètement, complètement en accord avec le développement durable.
D'accord, merci Younes. Pierre-Éric, tout à l'heure, vous nous avez décrit les trois catégories dans lesquelles vous avez travaillé tout au long de votre carrière. Comment vous avez vu du coup l'évolution de cette option de l'environnement dans votre cadre de travail? Alors, moi, je voudrais défendre une idée, c'est que c'est hyper important de se former toute la vie. Vous l'avez entendu, j'ai eu un premier diplôme en 91, un deuxième diplôme en 2003 et un troisième diplôme en 2013. Donc, je me suis quasiment formé presque tous les 10 ans, en moyenne. Et j'ai découvert justement l'existence du développement durable quand j'ai fait ma formation en 2003 en master de gestion, où j'ai découvert que ça existait en fait depuis 1987 et que j'étais passé totalement à côté, puisque le développement durable, c'est essentiellement quelque chose, ça a été entre guillemets un terme inventé par un rapport, le rapport Brundtland en 1987, donc c'est déjà assez ancien, hein. C'était un rapport qui a été commandité par l'ONU, mais c'était resté assez discret finalement, et c'était plutôt à destination des entreprises pour les sensibiliser au fait que c'est bien la performance économique, mais si elle provoque des désastres dans l'environnement ou sur la santé des travailleurs, c'est un vrai problème. Et pourquoi pas sur la santé des citoyens, hein, puisque une entreprise, quand elle pollue, par exemple, elle fait non seulement du mal à l'environnement, et comme le vient de dire Younes avec, par exemple, les pesticides, si elle a des intrants chimiques qui produisent de l'alimentaire et que ces aliments rendent malades les clients, on a un vrai problème. Et donc, on ne peut pas être dans une performance économique qui ne se soucie pas à la fois de la santé de ses clients, bien sûr, mais aussi des citoyens, et en plus de l'environnement, hein, puisque les pesticides, par exemple, ou les insecticides, tuent en masse les insectes et donc enlèvent beaucoup de nourriture, notamment aux oiseaux qui sont aussi en train de disparaître. Voilà, donc ça a été ma première information des choses. J'étais informé, mais je n'avais pas pris conscience en fait des problèmes, parce que ce n'est pas parce qu'on est informé qu'on a vraiment conscience des choses. Et c'est vraiment tout récemment, il y a 5 ans environ, que j'ai découvert qu'il y avait des vrais problèmes environnementaux qui menaçaient l'humanité. Grâce à une de mes patientes, en fait, qui était en burn-out, qui me disait, bah voilà, moi, non seulement je vis un effondrement intérieur avec mon burn-out, mais en plus, je dois supporter l'effondrement extérieur du monde. Je me dis, quel effondrement? Je n'étais pas au courant, en fait, qu'il y avait tout ce qu'on raconte sur la collapsologie, qui est le champ de connaissance des effondrements du monde, effondrement de la biodiversité, effondrement des ressources renouvelables. Pour vous donner des exemples, il y a entre 80 et 130 espèces animales qui disparaissent par jour grâce à nos activités, si je veux dire plutôt à cause de nos pollutions et de nos externalités négatives, donc des activités négatives pour l'environnement. Avec les tendances actuelles, il risque d'y avoir autant de plastique dans les océans que de poissons. Hein, donc en 2050, c'est bientôt. Et aujourd'hui, on mange l'équivalent d'une carte bancaire dans nos aliments à cause des microplastiques. Donc ce que disait tout à l'heure Younes, c'est hyper important pour ne pas avoir des problèmes de santé physique. Mais là, comme je suis psychologue, ce dont je vais vous parler, c'est d'éco-anxiété, en fait. Et c'est par mes patients que j'ai découvert que des gens étaient éco-anxieux, c'est-à-dire qu'ils s'inquiétaient de toutes ces choses dont on parle depuis au moins une cinquantaine d'années et qui sont documentées par les scientifiques, qui disent que la planète va mal du fait de nos activités thermo-industrielles. Thermo-industrielles, ça veut dire quoi? C'est évidemment nos industries, hein, toutes les activités industrielles, c'est-à-dire qui produisent des biens et des services, mais qui sont produites par le charbon et le pétrole. Hein. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une activité industrielle, il faut beaucoup d'énergie qui est en général électrique, mais qui est à l'origine une énergie fossile, c'est-à-dire produite par des minerais de charbon ou par du pétrole, ou carrément même du minerai pour l'industrie atomique, donc nucléaire. D'accord ? Voilà, donc toutes nos activités produisent donc ce qu'on appelle des externalités négatives, c'est-à-dire des choses qui sont mauvaises pour l'environnement, soit de la pollution, soit des maladies, etc. Et donc les éco-anxieux sont venus à moi et m'ont expliqué qu'ils en souffraient énormément. Et quand j'ai découvert ça, c'était un peu donc sur le tas, si j'ose dire, hein, par l'expérience. Et j'ai tout psychologue qui est consulté par un patient, quand un patient lui parle d'une éventuelle pathologie, il va voir un répertoire qui s'appelle le classement international des maladies. Et en psychologie, on en a un autre qui est le DSM-5. C'est un mot anglais, Disorder de Syndrome Manual.
qui veut dire donc le manuel des ordres, des syndromes de désordre, pardon, statistiques, diagnostiques, bon, peu importe, c'est un autre manuel. Je ne suis pas très bon en anglais. Et tout ça, donc, en entendant mes patients éco-anxieux, j'ai été vérifié dans ces répertoires, ce qu'on appelle des répertoires nosographiques, donc qui répertorient les symptômes des maladies telles qu'elles sont connues, et il n'y avait absolument aucune éco-pathologie, c'est-à-dire des pathologies liées à ce que je décris comme l'éco-anxiété, c'est-à-dire des pathologies qui seraient causées par des préoccupations environnementales. Or, j'avais devant moi de plus en plus de patients qui se déclaraient extrêmement anxieux pour l'avenir à cause des désordres environnementaux que les sociétés thermo-industrielles provoquent au quotidien, et depuis une cinquantaine d'années. Et donc, ils m'ont parlé des rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts du climat. C'est donc une assemblée de scientifiques de tous les pays de l'ONU qui rassemble des travaux liés à l'environnement et qui étudie l'impact de nos activités sur l'environnement. Donc les causes, mais aussi les conséquences et éventuellement des solutions, ou là où on en est dans les solutions. Et aujourd'hui, on n'a aucune solution viable pour lutter contre l'effet de serre. Et c'est aujourd'hui l'effet de serre qui est notre principal ennemi, à nous, l'humanité et toutes les espèces, puisque l'effet de serre provoque le réchauffement climatique. Et en provoquant le réchauffement climatique, d'effet de cause en effet, on va avoir donc moins de pluie, plus de sécheresse à certains endroits, ou au contraire, beaucoup trop de pluie, puisque c'est le dérèglement climatique qui se passe, en fait, puisque le réchauffement climatique. Donc, quand on a ces dérèglements, les plantes, elles poussent moins bien, donc on a moins de récoltes, ou des récoltes qui sont moins bonnes, donc avec des maladies associées, on l'a vu avec le Covid, hein. Voilà, et donc c'est l'effet boule de neige. Et ainsi, de suite, on arrive à des menaces de plus en plus graves pour le bien-être de l'humanité et son avenir. Et on en est vraiment là sur la question de la santé, à la fois physique et psychique, en matière d'environnement. Et c'est pour ça que dans les ODD, on parle de ces choses-là, parce que, donc les objectifs de développement durable de l'agenda de 2030, c'est que l'environnement nous impacte comme nous impactons l'environnement. Si nous impactons l'environnement négativement, par effet de retour, il va nous impacter négativement. Et c'est très simple à comprendre. Si on reprend l'exemple tout à l'heure de Younes, si on asperge nos cultures d'insecticides, ça tue les insectes qui, étant morts, ne nourrissent plus les oiseaux étant la nourriture d'autres prédateurs, ça bouleverse complètement la chaîne alimentaire. Et nous, ça nous donne des maladies parce que les insecticides provoquent des maladies endocriniennes qui sont très dangereuses pour nous, et donc des cancers notamment. Sachant que le cancer est la deuxième cause de mortalité dans le monde, bien après les guerres, bien avant les guerres, mais juste après les maladies cardiovasculaires. Donc, on a la nécessité de se préoccuper de l'environnement, non seulement pour notre santé, mais aussi pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, si on dérègle trop le climat, on n'aura plus, comment dirais-je, un climat favorable pour nous assurer ce dont on a besoin pour bien vivre, c'est-à-dire bien manger, bien boire et bien respirer. Nous, les humains, on a besoin, contrairement aux plantes, d'oxygène, et on rejette du gaz carbonique, du CO2. Et les plantes, elles, ont besoin de gaz carbonique pour se nourrir et rejettent en échange de l'oxygène. Ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme symbiotique. Mais quand on bouleverse et qu'on déséquilibre ce mécanisme symbiotique, c'est-à-dire si par exemple il y a trop de CO2, au bout d'un moment, il y a d'autres méfaits qui se produisent, comme justement ce gaz à effet de serre qui surchauffe la planète et qui déséquilibre les équilibres des biotopes et du biosystème qui nous est favorable pour l'instant. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Les scientifiques se posent la question. Mais si on continue à dérégler ces systèmes, on va au-devant de graves ennuis. D'accord, merci beaucoup Pierre-Éric. On touche là de près au sujet et on avance beaucoup plus. Et merci aussi à vous Younes. Amaury, toujours en allant dans ce sens, on a parlé d'éco-anxiété, d'augmentation de l'éco-anxiété, de problèmes psychiques chez les personnes, donc qui touchent plus du coup à la psychologie côté psychique.
Est-ce que dans vos activités, vous ciblez d'autres types de maladies qui se développent? On a aussi parlé du cancer. Et pour l'activité sportive aussi, Younes, si vous voulez intervenir. Donc, lié justement à ces externalités négatives du dérèglement climatique de l'environnement. Donc, du coup, pour revenir sur ce que disait M. Schucker, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Et le fait est que aussi par rapport à, comment dire, dans le milieu hospitalier, on n'est pas un milieu qui peut être écologique. Pourquoi? Parce qu'on a des normes et moi, je trouve que d'une manière générale, on gaspille beaucoup, mais parce qu'on n'a pas le choix. Quand moi, je veux faire une prise de sang, injecter quelque chose ou quoi que ce soit, je prends une seringue. La seringue, elle est comment dire, conditionnée sous stérile. Je l'ouvre, je l'utilise pour un patient. Je ne peux pas la réutiliser après. Je n'ai pas le droit. C'est des mesures de protection pour les patients, pour éviter de transmettre des maladies, etc. etc. Donc, tout ce qui va être ouvert et utilisé doit être par la suite jeté. Et à l'hôpital, on ne fait pas le tri. Donc l'hôpital et de manière en général la santé, est un milieu qui est peu écologique, mais ça, c'est parce qu'on ne peut pas se le permettre. Donc après, c'est à nous, en tant qu'individus, dans toutes nos pratiques, de se dire comment est-ce que je peux essayer d'être le plus écologique possible. Le souci, c'est qu'on n'a pas énormément de possibilités qui s'offrent à nous. On essaye de recycler un peu le papier. Voilà. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dossiers qui se font plus sur papier, qui sont informatisés. Ça permet d'économiser une part de papier, mais donc du coup, on utilise plus d'électricité pour faire marcher nos ordinateurs. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle pour permettre à l'hôpital d'être le plus écologique possible et d'œuvrer au mieux pour comment dire, l'écologie et le problème climatique qui se pose à nous aujourd'hui. Néanmoins, c'est pour le bien-être des patients. Donc ça, il faut en avoir conscience quand même, c'est que c'est pour éviter la transmission de maladies et ce genre de choses et éviter des erreurs médicales qu'on consomme beaucoup à l'hôpital. Pour revenir sur ce que disait M. Sutter, moi je pense que vraiment cette question de l'éco-anxiété et de ce problème climatique qui se pose à notre génération qui arrive en ce moment, et comme il citait par exemple le dernier rapport du GIEC là, qui est sorti, je crois c'était au début de l'année 2022, ils ont sorti le 6e volet du 3e rapport. La crise est présente, la crise est là et on le sait actuellement, il nous reste très peu de temps pour réagir si malgré tout nous n'avons pas encore passé le point de non-retour. Je pense que ça, c'est à titre individuel que vraiment nous avons la possibilité d'agir. Donc, comme disait Younes par rapport à tout ce qui était ces produits qui sont contaminés par différents OGM, pesticides, dans lesquels on rajoute du gras, dans lesquels on rajoute du sel, des choses qui sont mauvaises et qu'on sait mauvaises pour notre corps, c'est à chacun aussi de faire attention à sa manière de consommer. À une échelle sociétale, donc au niveau du pays, c'est à nous aussi de faire pression correctement, sans violence, etc., sur les responsables pour qu'eux assument leurs responsabilités et imposent des mesures à l'agroalimentaire pour justement limiter la quantité de substances nocives pour éviter justement que la population soit intoxiquée. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de partout, à toutes les échelles, aussi bien au niveau individuel que collectif. Moi, dans mon métier, je suis souvent à la fin de la chaîne. Monsieur Sutter parlait d'éco-anxiété. C'est quelque chose, un débat que j'ai non seulement avec mes patients, mais aussi avec des proches autour de moi, des gens plus jeunes, des cousines, des proches, etc., qui, elles, arrivent, voilà, elles ont 15, 20 ans, et puis elles se disent, mais de toute façon, notre monde est perdu. On ne peut pas y aller, on ne peut pas avancer, etc. Et c'est là que le côté le docteur, le médecin parle et que je me dis que y a un souci et qu'il faut que j'arrive à trouver les mots pour les aider. C'est vraiment quelque chose, un peu une problématique qui s'impose maintenant dans notre génération. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, très jeunes, m'ont sensibilisé à ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, je vais avoir 28 ans. Ça fait à peu près une dizaine, quinzaine d'années que déjà, je me pose ces questions et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement, je n'ai pas la réponse miracle. Et il y en a beaucoup qui la cherchent et qui sont beaucoup plus avancés que moi sur la question.
Euh, il est indéniable que malgré tout, voilà, aujourd'hui, le nombre de cancers augmente, le nombre de pathologies endocriniennes, donc liées aux hormones, dues à tous ces dérèglements dans l'alimentation, viennent augmenter le nombre de patients qui consultent, le nombre de cancers. Les pathologies cardiovasculaires, comme disait M. Schuster, qui sont la première cause de mortalité, parce qu'on mange trop gras, trop sucré, trop salé surtout. Ça augmente la tension et ça provoque des lésions sur tout le système cardiovasculaire. Une sédentarité aussi, qui est un des facteurs de risque majeurs. C'est qu'aujourd'hui, on se lève, on prend sa voiture, on va au travail sans prendre son vélo, voilà, on fait 1 heure de voiture, on monte dans son bureau, on s'assoit dans son ordinateur, toute la journée on reste assis, pour repartir le soir, rentrer à la maison et se mettre devant la télé. C'est le quotidien de beaucoup de citoyens qui n'ont parfois pas le choix de faire ça, et c'est à eux de trouver après du temps dans leur temps libre pour pouvoir justement avoir une activité physique qui leur permet de limiter ces risques liés à la sédentarité et au fait de ne pas bouger tous les jours. Donc, comment dire, en tant que médecin, moi j'arrive plutôt à la fin de la chaîne où je me dis, bah, il y a tous ces problèmes-là qui se posent à moi, et moi je dois fournir une réponse, on va dire, plutôt immédiate par rapport à ça. C'est-à-dire que si les patients ils arrivent, ils ont du cholestérol, ils ont de la tension, etc., moi déjà mon but c'est d'éviter qu'ils souffrent et qu'ils aient des complications de toutes ces pathologies. Donc je vais leur donner des hypertenseurs, je vais leur donner des anticholestérolémiens, ce genre de choses pour limiter l'impact des pathologies qu'ils ont. Mais je pense que c'est indéniable, comme le disait M. Suster, on a un travail à faire en amont. En fait, moi, j'aimerais bien pouvoir juste dire, ausculter des patients et me dire, bah voilà, on a fait tout ce qu'il faut avant, en amont. Ils arrivent à faire de l'activité physique à peu près tous les jours. Ils mangent sainement. Ils n'ont pas les poumons encrassés par la pollution. Ils n'ont pas toutes ces choses-là. Et donc, du coup, moi, plus faire un check-up général et dire, OK, bon, voilà, là, on peut là, il va bien, là, il y a ça un petit peu à faire, etc., etc. Mais là, on va plus sur une pente décroissance, et je pense que, voilà, moi, j'ai plus l'impression de temps en temps de faire juste du damage control, c'est-à-dire que les patients arrivent avec des pathologies, et il faut juste que j'essaye de faire en sorte qu'ils n'en souffrent pas et qu'ils n'aient pas des complications graves, voire potentiellement mortelles, de ce qu'ils ont. Et voilà. De temps en temps, je dois l'avouer, je me sens un peu impuissant par rapport à tout ça, parce que j'ai vraiment un peu l'impression de ramer dans le courant, en fait, de faire du surplace et de me dire, bah, je reçois à la chaîne des patients qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades, qui sont malades. Et je me dis, mais pourquoi ils sont malades? Bah, c'est parce que en arrière, nos responsables et eux-mêmes, je pense qu'il n'y a pas d'imputabilité de la faute à mettre sur quiconque. Chacun est responsable à son niveau. Voilà, n'a pas fait ce qu'il fallait, et donc du coup, ils arrivent et avec des pathologies parfois graves. Voilà. Merci beaucoup, Amaury. Younes, est-ce que vous voulez rebondir pour le champ plutôt sportif? Et est-ce que justement, par rapport à ce que dit Amaury, il y a cette prise de conscience en amont chez les sportifs et depuis quand vous le notez? Alors, plutôt chez les sportifs ou plutôt chez peut-être la personne lambda qui cherche à faire du sport? Ou bien vous me parlez vraiment des athlètes sportifs? On peut avoir les deux points de vue. On pourrait. Alors, pour les athlètes sportifs, et je crois que d'ailleurs, il y a une petite... comment on appelle ça déjà? Il y a un petit buzz médiatique en ce moment, je crois, avec le Qatar et la Coupe du Monde, par exemple, qui est très, très mal vu parce que, soi-disant, le Qatar aurait des infrastructures qui sont extrêmement, extrêmement énergivores. Donc, malheureusement, moi, que ce soit dans mon entourage, et je balance ça comme ça, mais c'est vrai que j'ai fait de la compétition à un niveau international, national. Le développement durable, c'est pas quelque chose qui est spécialement mis en avant dans le milieu sportif à haut niveau, si je puis dire, parce que c'est pas la concentration, c'est pas l'objectif principal de tous les athlètes.
Clairement, c'est pas ça que les athlètes pensent. Maintenant, par contre, peut-être plus dans le milieu, du coup, qui est ma vie de tous les jours, dans le coaching sportif au quotidien, là, clairement, une réussite pour un coach sportif qui souhaiterait s'engager dans le développement durable, elle va se trouver, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans le fait de sensibiliser une personne lambda à son alimentation, lui faire réellement prendre conscience que ses résultats dépendent de son alimentation et par conséquent, justement, du fait qu'elle soit minutieuse sur le choix de ses aliments, qui soient le moins transformés possible et qui proviennent justement d'une agriculture qui est dans le champ du développement durable. Et si la personne comprend sincèrement et voit elle-même ses résultats sur elle se porter avec le temps, c'est là où cette personne-là va elle aussi devenir comme un chaînon en fait du développement durable, car à partir du moment où elle est réellement persuadée que c'est ce qui lui a apporté le plus de bien-être, elle va elle-même commencer à en parler autour et s'engager dans le développement durable. Maintenant, c'est deux champs qui sont complètement très, très éloignés. Les athlètes de haut niveau avec le quotidien, je pense, de pas mal de Français, qui est simplement de faire une activité physique 2, peut-être même 3 fois par semaine et de ressentir un bien-être. Et malheureusement, pour les athlètes de haut niveau, et comme je vous en ai parlé, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je pense qu'on va encore beaucoup, beaucoup en parler de cette Coupe du Monde au Qatar. C'est malheureusement pas quelque chose qui est mis en avant dans le milieu sportif. Oui, si ça te dérange pas, Marco, je vais prendre la parole. Je voulais juste, merci beaucoup, Younes. C'est vrai que ces questions-là, un petit peu environnementales en lien avec le sport, on ne le traite pas assez souvent, mais on a aussi vu un petit peu avec les Jeux Olympiques, je me souviens, on a vu qu'il y avait beaucoup de, de dommages faits à l'environnement sans vraiment qu'on y fasse attention. Je voulais simplement terminer avec des questions plus pragmatiques sur l'orientation, sur vos choix d'études. En fait, on dit souvent que ces métiers-là de la santé et même des carrières de sportifs sont des métiers un petit peu comment dire, de vocation. Et je voulais savoir déjà, par exemple, est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous avez eu une vocation? Ou est-ce que vous avez en fait changé d'avis au cours de vos études? Pierre-Éric, vous avez dit que vous avez fait de la gestion, ça m'intrigue un petit peu. Et puis, savoir aussi quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer dans vos études et puis les qualités qui vous ont permis peut-être de mieux réussir. Et puis, voilà, bien sûr, les études de médecine et les études de sport de haut niveau paraissent peut-être un peu impressionnantes, mais j'aimerais bien que les élèves puissent se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc, peut-être, on peut commencer avec Pierre-Éric, ça fait un moment que vous a pas entendu. Oui, alors, est-ce que c'est un métier de vocation? Alors, au départ, quand j'ai eu mon bac, j'ai un peu cherché ma voie et j'ai fait d'abord une classe prépa en lettres supérieures, en Hippocagne, mais ça ne me convenait pas. Et puis, j'étais très intéressé plutôt par faire de la musique plutôt que de faire des études. Donc, je suis musicien amateur, on va dire, et j'ai plus passé de temps à faire de la musique que d'être sur le banc des études, pardon, de la classe prépa. Puis après, j'ai fait une année de droit, mais ce n'était pas du tout ma vocation. Et puis finalement, j'ai choisi la psychologie un peu par hasard. Et là, j'ai eu l'impression de trouver ma voie. Vraiment que c'était ma vocation, que c'était quelque chose qui me plaisait. Tout simplement parce que la psychologie, ça touche à beaucoup de choses. C'est très vaste comme sujet. On peut être aussi bien littéraire ou scientifique et venir en psychologie, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas cette sélection un peu, je trouve un peu débile qu'on avait déjà à l'époque, de dire ah bah, si tu n'es pas scientifique, tu ne peux pas faire médecine, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, si j'étais littéraire et que je pouvais être un bon médecin. D'autant que quand même, il y a une relation au patient qui est quand même assez primordiale, à mon avis, dans la relation médecin-patient. Même si, bien sûr, il y a des choses très scientifiques à apprendre, mais un littéraire est capable d'apprendre ces choses scientifiques. Donc, moi, c'est pour ça que la psychologie m'a beaucoup, beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé, enfin, c'est intéressant comme lapsus, j'ai été aimé par la psychologie comme je l'ai aimé, on va dire, parce que justement, vous avez une variété de choses dans les études psychologiques, de matières, en fait, qui sont très, très larges.
des choses très littéraires ou philosophiques comme la psychanalyse, par exemple, mais des choses très scientifiques comme la physiologie du cerveau, par exemple, ou des choses beaucoup plus matheuses comme les statistiques, parce que les psychologues s'appuient sur des proxys statistiques pour démontrer leur recherche, si vous voulez. Donc, on touche vraiment, vraiment à beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup satisfait ma curiosité. C'est vrai que si on est plutôt enclin à être spécialisé sur un domaine, il ne vaut mieux pas faire de la psychologie. Alors qu'en psychologie, on s'ouvre à beaucoup, beaucoup de choses. Et en 5 ans, on a le temps d'aller voir beaucoup de choses en master. Et d'ailleurs, on commence à parler de faire une 6e année en psychologie, voire un doctorat de psychologie pour pouvoir avoir le titre de psychologue. Donc, c'est en train d'évoluer aussi vers une professionnalisation encore plus longue de la profession en termes d'études, pour s'unifier d'ailleurs avec d'autres pays européens ou canadiens, etc., américains. Donc voilà, quelque chose de très, comment dirais-je, qui est très stimulant, la psychologie, d'un point de vue des études. Et moi, pour répondre à votre interrogation sur la gestion, votre étonnement, moi je suis un psychologue qui a mal tourné parce que j'ai monté une start-up dans le domaine des logiciels. Donc je me suis un peu éloigné au bout de 10 ans de ma vocation, mais enfin, c'était lié avec mon activité de psychologue en entreprise où je faisais du recrutement et du développement des compétences. Et c'était à l'orée du XXIe siècle, puisque c'était à la fin du XXe siècle, en 97, j'ai eu ce projet de start-up que j'ai monté en 99, parce que je me suis rendu compte que dans mon métier, on faisait beaucoup, beaucoup d'administratifs, 80% de tri de CV, par exemple, pour 20% d'entretien. Et je me disais, mais c'est pas pour ça que je suis payé, c'est pas pour ça qu'un psychologue est utilisé pour faire du recrutement. Sa vraie valeur ajoutée, c'est dans les entretiens et dans les échanges avec les candidats. Et donc, j'ai perçu dans les nouvelles technologies qui émergeaient à cette époque-là, l'opportunité d'inverser le ratio, c'est-à-dire de passer 80% avec les candidats ou les humains que j'avais en face de moi et 20% dans le traitement administratif grâce à l'apport des nouvelles technologies qui permettaient en fait de nous décharger de tâches ingrates et peu créatrices de valeur pour un psychologue qui n'était pas central dans son travail. Et donc du coup, j'ai monté ces startups et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que mener une entreprise, diriger une entreprise, ça nécessite quand même des compétences en gestion. Et c'est pour ça que j'ai fait au départ mon master en gestion, pour avoir des compétences en gestion d'entreprise et direction d'entreprise. Et la chance a fait que, parce que je suis curieux, je me suis intéressé à la recherche et à des sujets comme le développement durable, et qui m'ont conduit là où j'en suis aujourd'hui. Alors, je suis revenu à mes premières amours en faisant justement cette licence de philosophie pour redevenir psychologue clinicien. J'avais eu une formation initiale, mais il fallait que je réactive et que je complète ma formation avec de la philosophie parce que je suis sur un courant de psychologie qui s'appelle la psychologie existentielle, qui s'appuie donc sur le courant existentiel de la philosophie. Donc c'est Heidegger, Sartre, tous ceux qui sont en classe de philo connaissent, mais je crois qu'ils sont en seconde si je ne m'abuse, mais tant pis, ils vont découvrir ça en terminale. Donc le courant existentialiste qui date du XXe siècle, et qui est un courant qui dit que l'existence précède l'essence, pour paraphraser Sartre, c'est-à-dire que nous sommes les auteurs de notre existence et c'est ça notre essence. C'est pas le fait de savoir qu'on a un être qui nous constituerait selon une essence inaccessible, comme le disait Platon. Ce qui est très bien chez les existentialistes, c'est qu'ils sont très pragmatiques et ils disent, ben voilà, en fait, ce qui compte, c'est notre existence. On surgit du néant un jour, on va y retourner un autre jour, on ne sait même pas si c'est le même néant, mais en tout cas, entre les deux, il y a une fenêtre de tir dans laquelle on a quand même prise sur quelque chose, c'est notre existence. Et quelles sont les conditions d'une vie bonne pour cette existence? Et là, ça renvoie exactement à ce que vivent les éco-anxieux. Les éco-anxieux, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ben, en fait, là, on est en train de bousiller notre vie avec ce qu'on fait à l'environnement. Et si on bousille notre vie, elle va être quand même moins bonne. Et ça serait quand même plus pertinent d'agir avec intelligence sur l'environnement plutôt que de courir derrière le profit, courir derrière la technologie, courir derrière, comme le disait Younes, des loisirs complètement hallucinants parce qu'on va réfrigérer des stades dans un endroit où il fait 60 degrés, des pointes à 60 degrés. On marche sur la tête du point de vue de l'environnement. Quand bien même, tout le respect que je dois au foot, il est évidemment là. Mais pas le foot à n'importe quel prix environnemental. Comme on le dit dans les entreprises, pas de performance économique à n'importe quel prix environnemental et social. Or là, on fait exactement le contraire que ce qu'on demande de faire aux entreprises. Les sociétés marchent sur la tête. C'est-à-dire que le loisir est devenu plus important que l'avenir de l'humanité, si on y réfléchit bien. Et donc, c'est une vraie question existentielle. Et les éco-anxieux, ils posent ces questions existentielles en disant, mais on n'est pas en train de faire un peu n'importe quoi et de menacer l'existence même de l'humanité
Parce que si on n'arrive plus à bien boire, bien manger, bien respirer, comment on va faire en fait pour perdurer dans les temps, hein, puisque le développement durable, hein, une de ses définitions, c'est de dire assurer donc les conditions d'une existence correcte en prenant en compte les générations futures. Donc ne pas trop prélever de ressources aujourd'hui pour les générations actuelles sans obérer les ressources des générations futures. Or, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On marche à l'envers. On ne fait pas du développement durable, on fait semblant de faire du développement durable. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. C'est comme le brainwashing, mais avec le développement durable. Donc, on fait du greenwashing, on dit qu'on en fait, mais on fait exactement le contraire. Parce que quand on dit, et j'ai bien aimé ce que disait Amaury sur la dimension individuelle de notre impact sur notre santé et sur l'environnement, évidemment qu'on a un impact. Et évidemment que si on prend l'avion tous les mois pour aller faire un week-end aux Canaries ou à Barcelone ou je ne sais où, un aller-retour entre Paris et Barcelone, c'est 500 kg de gaz à effet de serre. Or, selon le GIEC, on ne devrait rejeter dans l'atmosphère individuellement que 2 tonnes. Un aller-retour Paris-New York, c'est 1 tonne, rien qu'à lui tout seul. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui, dans ses activités professionnelles, prend souvent l'avion, il est en train de menacer l'environnement et donc l'humanité. D'accord ? Et il y a certainement d'autres façons de faire. On l'a vu avec le Covid. Avant le Covid, les entreprises diraient qu'il est hors de question que les salariés travaillent en télétravail. Puis tout d'un coup, tout le monde s'est mis à travailler en télétravail. Donc, il suffit qu'il y ait un événement extérieur assez fort pour bouleverser nos habitudes, pour se rendre compte qu'on est capable de changer nos habitudes et nos modes de comportement et même nos modes d'être. Hein, parce que, évidemment, le télétravail, c'est à la fois une solution à un problème, ça apporte plein de possibilités pour travailler à distance, mais ça isole aussi les gens. Moi, j'ai eu plein de gens qui sont venus me voir en me disant « télétravail est en train de m'isoler et je n'en peux plus travailler qu'avec mon ordinateur en face de moi, de plus voir de gens, hein, du fait du confinement ou des confinements qu'on a vécu. » Donc voilà, chaque solution a ses problèmes, mais il y a de fausses bonnes solutions. Oui. Et une Coupe du Monde qui va avoir comment dirais-je, un bilan carbone extrêmement négatif et excédentaire en CO2, c'est une aberration pour l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'interdire, je ne suis pas du tout contre l'interdire, mais ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment cherché de solutions pour que ce soit une Coupe du Monde qui soit sereine et au service du vivant. C'est ça. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cet éclairage. Il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, je vais simplement poser à Younes, du coup, la même question que j'avais posée sur, surtout en particulier, une carrière de sportif et de coach sportif. C'est pas forcément avec un peu, parce que ce que j'ai compris, vous avez quand même fait des choses assez varié, il y a un côté un peu entrepreneurial, il y a un côté santé. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire dès le début? Pourquoi avoir commencé médecine? Enfin, voilà, un petit peu mieux comprendre. Et puis aussi, est-ce que, voilà, d'un point de vue physique, c'est difficile de faire ce genre de carrière? Parce que j'imagine qu'il y a aussi cet aspect-là, quoi, la fatigue du corps qui peut entrer en compte. Complètement, complètement. Alors du coup, ouais, excuse-moi, si tu pouvais aussi compléter avec, si tu peux donner aussi quelques conseils aux jeunes qui vont nous écouter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors du coup, il y a 2 questions parce qu'encore une fois, j'ai une double casquette. C'est vraiment l'athlète d'un côté et sa carrière sportive et d'un autre côté, le coach sportif. Alors pour l'athlète et le chemin à parcourir, il est plutôt simple. Clairement, il faut avoir une passion pour le sport qu'on pratique si on souhaite avoir une carrière dans un sport, que ce soit le judo, le foot, le ping-pong, peu importe. Je pense qu'il faut vraiment avoir un amour et peut-être même une obsession parce qu'il faut rester très terre à terre. Si on souhaite avoir une carrière sportive, il faut pouvoir en vivre et pouvoir en vivre aujourd'hui dans le milieu du sport, c'est avant tout avoir des sponsors, que ce soit à bas niveau, attention, vraiment d'athlètes, c'est-à-dire à un niveau minimum national, ou même à très haut niveau. Il faut savoir que c'est vraiment les sponsors qui font qu'on peut réussir à vivre de son sport. Tous les sports, malheureusement, ne permettent pas une bonne rémunération, il faut le savoir aussi. Et donc, vraiment, pour suivre ce chemin, si vous avez une passion pour un sport, peut-être même, je vais même utiliser le mot obsession pour un sport,
lancez-vous, mais attention, attention, c'est risqué et c'est pour ça que même des athlètes comme Teddy Riner gardent toujours un pied dans les études en parallèle, juste peut-être même pour pouvoir développer cet aspect entrepreneurial qui viendra peut-être avec les années plus tard. Mais vraiment attention, la blessure, c'est ce qui m'est arrivé moi par exemple, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans le milieu du sport, étant donné que il faut dire les choses. Le but, quand on fait une carrière, c'est d'être le meilleur. Pour être le meilleur, il faut énormément s'entraîner. S'entraîner de manière continue, peut-être 2 fois par jour. Il y a un fort risque de blessure. On a la légende des ligaments croisés pour les footballeurs. Moi, ça a été ma main droite. Donc, vraiment, vraiment, si vous avez cette envie de vivre du sport, tout d'abord, prenez énormément soin de votre corps. Même si vous êtes jeune, je sais que moi, par exemple, à mes 18 ans, je faisais du sport quasiment tous les jours. Je ne le sentais pas du tout. Aujourd'hui, j'en ai 27. J'ai toutes mes articulations qui me font mal dès le premier effort. Donc, vraiment, prenez énormément soin de votre corps si votre objectif dans la vie, c'est de vivre du sport. Prenez soin de votre corps. C'est le premier conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à vous lancer, mais garder un pied dans les études, ça vous permettra toujours aussi d'avoir un plan B et de vous en sortir parce que le monde d'adultes, d'athlètes sportifs, c'est pas uniquement Mbappé, Teddy Riner. Non, non. Il y a énormément d'athlètes de haut niveau qui ont du mal à en vivre et il ne faut pas voir uniquement ceux qui réussissent très, très bien. Deuxièmement, du coup, pour coach sportif, là, peut-être que je vais pouvoir faire le rapprochement avec les études de médecine que j'ai démarrées. C'est un métier qui nécessite énormément de bienveillance parce que coach sportif, c'est un métier sur lequel on va avoir un contact avec du coup notre client qui est très très proche. Vous pouvez avoir n'importe quel client, que ce soit une personne de 55 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir communiquer, il faut aimer le sport, bien sûr, mais il faut surtout aimer aider. Aimer aider, c'est extrêmement important si vous voulez être coach sportif. Aujourd'hui, moi, je pense m'être plutôt bien débrouillé dans ce milieu-là. C'est réellement parce que j'ai une capacité d'adaptation à la personne qui est en face de moi et je prends du plaisir, de la satisfaction à voir la personne réussir ses objectifs. À partir du moment où la personne, après 2, 3 mois de coaching avec moi, vient me voir, me dit putain, je sens une véritable différence et c'est en partie grâce à toi, c'est la satisfaction première de mon métier. Ce n'est pas forcément la rémunération. Coach sportif, c'est un métier qui, sur la rémunération en tout cas, dépend beaucoup de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans une salle de sport, gagner 1600, 1700 net, ou bien vous pouvez être complètement entrepreneur, très mal démarrer peut-être, ou bien au contraire, très très bien démarrer et finir à 3000 euros net. Je n'hésite pas à vous donner les tranches de rémunération. Ouais, coach sportif, beaucoup de bienveillance pour le schéma du parcours universitaire. Si vous êtes en France, en tout cas, un BPJEPS, c'est une année, ça coûte 5800 euros et vous pouvez vous le faire financer par votre commune. C'est très, très bon à savoir. Ça se fait en un an. C'est pas particulièrement difficile. Encore une fois, coach sportif, ça dépend beaucoup de ce que vous en faites. Il faut être passionné, il faut aimer les gens, il faut aimer le sport. Et puis, faut tenter sa chance. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions super complètes. Alors, je ne sais pas si vous avez tous encore simplement 3 minutes, parce que j'aurais aimé quand même poser une question à Amaury par rapport aux études de médecine qui peuvent faire peur, et en particulier parce que vous êtes d'abord passé par le concours infirmier, si j'ai bien compris. Alors, si vous avez peut-être 3 minutes juste pour qu'on puisse conclure là-dessus, je pense que c'est une question qui peut intéresser les élèves. Sinon, on clora et on... Il n'y a pas de souci. Moi, je vais faire court. Ouais, Je vous ok. explique brièvement. Pour tous les élèves qui sont là actuellement au lycée et qui m'écoutent, je tenais à leur dire un petit peu quelque chose. C'est que quand moi, j'étais à votre place, je n'étais pas du tout scolaire. Ça ne m'allait pas.
j'arrivais pas à travailler à l'école. Je fonctionne beaucoup au feeling, donc c'est-à-dire que si le prof, je m'entendais pas avec lui, ça marchait pas. Si jamais on s'entendait bien, je cartonnais. Le problème, c'est que on ne peut pas s'entendre bien avec tous ces profs. Et donc, du coup, concrètement, quand j'étais au lycée, j'étais un cancre, d'accord? C'est-à-dire que moi, je suis allé au bac blanc, là que vous êtes en train de passer, j'ai eu 5 de moyenne au bac blanc. J'allais ne pas avoir mon bac. Ça se passait super mal, je séchais les cours, je sortais, je faisais n'importe quoi, voilà, j'étais un très mauvais élève. Et juste après le bac blanc, on m'a inscrit dans une boîte de soutien scolaire où la professeure de soutien scolaire, il y a eu un super bon feeling, j'ai travaillé le bac à fond en 3 mois et j'ai eu mon bac avec mention. Quand je suis rentré après, on m'a dit, vous êtes tellement nul que c'est même pas la peine que vous alliez en médecine, de toute façon, vous allez rater, il faut trouver autre chose. Du coup, moi, je voulais arrêter les études et partir voyager, voir le monde. Et on m'a dit, non, ça, c'est pas possible, mon fils, il faut que tu continues tes études. Donc, j'ai préparé le concours infirmier. C'était pas, j'avais 3 jours de cours par semaine, ça va, j'arrivais à suivre ces 3 jours. Et après, j'ai passé plein d'autres diplômes à côté pour faire, voilà, le BAFA, le BNSSA pour être nageur sauveteur, mes diplômes de secouriste, etc., etc. Et pendant cette année, moi, j'avais toujours cette envie de vouloir sauver le monde. Et ça va être très important pour la suite. Un jour, j'ai dit à ma formatrice, j'ai dit, mais moi, je veux sauver le monde. Elle me dit, vous, en tant qu'infirmier, vous ne sauverez jamais personne, vous serez toujours à la botte du médecin. Et là, elle m'a piqué dans mon ego. Et donc, du coup, j'ai dit, ah ouais, tu crois que ça? Hop, bim, bam, boum. Ben, moi, je vais m'inscrire en PACES et je vais te montrer que je peux réussir la PACES. Donc, je me suis inscrit en médecine et je suis rentré, j'ai réussi à passer la PACES en 2 ans. Après, comme ça n'allait toujours pas avec les études, parce que malgré tout, la médecine, c'est des études qui sont très scolaires, j'ai dit, je veux arrêter de travailler et je veux voyager. Donc, c'est là que j'ai appris l'espagnol. Et c'est là que c'est très important, ce que je veux vous dire, c'est que étudier, ça dépend de comment on étudie, d'accord? Il y a l'étude scolaire où vous êtes assis sur votre chaise et vous mangez votre bouquin et vous devez l'intégrer. Et oui, ça, il va falloir le faire si vous faites des études de médecine. Mais moi, j'ai appris l'espagnol qu'avec des Mexicains de ma ville où tout ce qu'on faisait, en fait, c'était traîner ensemble et ils parlaient l'espagnol. Et en un an, je savais parler espagnol. Donc, c'est pas parce que ça marche pas pour vous à l'école que vous êtes incapable d'apprendre, d'accord? Tous les gens qui vous diront que vous ne pouvez pas le faire, ne les écoutez pas, d'accord? Il faut, si c'est votre rêve et que vous voulez y aller, allez-y. Il n'y a pas de souci. On peut tous y arriver si on a la détermination et qu'on sait que c'est là qu'on veut aller, d'accord? Après, quand moi, je suis revenu pour préparer le concours de l'internat, je me suis rendu compte que du coup, j'avais fait médecine, c'était mon choix de faire médecine, mais j'avais fait médecine pour des mauvaises raisons, d'accord? J'avais quelque chose à prouver au monde, et donc du coup, voilà, je voulais sauver le monde, je voulais être un grand anesthésiste réanimateur, je voulais prouver à mon grand-père, à ma tante, à ma mère que je pouvais faire comme eux, que voilà, genre moi aussi j'étais capable d'être médecin. Et là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait médecine pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'évoquais une raison de pourquoi j'ai fait médecine, c'était pour moi. Alors qu'en fait, non, c'est dans le cadre de mes études, non seulement quand vous allez commencer à rentrer à l'hôpital, au début, j'idéalisais l'hôpital, et en fait, l'hôpital, c'est un milieu qui est comme tout le milieu, qui a ses vices, ses défauts et ses qualités, mais c'est aussi un milieu qui a énormément de défauts, aussi bien en interne que, c'est-à-dire dans sa structure, la manière dont c'est organisé, que aussi comment on utilise les ressources de l'hôpital. Et c'est quand je suis allé en stage de médecine générale où j'ai découvert, comme le disait M. Sutter, justement, cette relation entre le médecin et le malade où vraiment on s'assoit en face à face et on écoute la plainte de quelqu'un que j'ai trouvé ma voie. Et donc, du coup, je suis à des milliards d'années de mon choix, de ce que j'avais voulu faire au début, d'accord? Et aujourd'hui, je fais de la médecine générale et j'écoute, en fait, comme j'ai l'habitude de le dire, la mère Michel qui a perdu son chat, mais c'est parce que si elle vient et qu'elle me dit qu'elle a perdu son chat et qu'elle est triste parce que Kiki, il est parti, ben c'est parce que derrière, il y a autre chose. Elle a un certain mal-être. Et je pense que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur comment on peut agir en amont pour que les gens n'arrivent pas malades, et ben c'est tout ça. Il faut prendre le temps aujourd'hui dans une société qui va à fond, où on est obligé de fournir du résultat très vite. Et malheureusement, ça s'applique aussi à l'hôpital. Il faut prendre le temps d'écouter les gens et de se dire, ben, mince, qu'est-ce que je peux mettre en place avant, écouter leurs problèmes pour qu'ils aillent mieux. Donc, voilà, si vous faites des choix et que vous choisissez de faire médecine, faites médecine en fait pour vous. Vous ne faites pas médecine parce que vous avez quelque chose à prouver à quelqu'un ou quoi que ce soit, d'accord? Faites médecine parce que c'est votre envie d'aider les gens et que voilà, c'est votre choix personnel, vous le savez exactement, et que vous ne faites pas ça pour votre famille, la société ou qui que ce soit. Non, c'est vraiment pour vous. Et je finirai par autre chose aussi, c'est juste de dire que
Pour moi, tous les médecins, c'était des gens magnifiques, ils étaient grands, ils sauvaient le monde, etc., etc. À l'intérieur, vous vous rendez compte qu'il y a des médecins qui sont des gens qui sont mauvais, d'accord? C'est des gens qui ont un problème avec eux-mêmes, d'accord? Ils ne font pas médecine pour eux, pour les gens, ils font médecine pour eux, pour voilà, leur ego, pour exister dans la société, pour faire beaucoup d'argent, etc., etc. Mais certains sont de mauvais médecins parce ils n'aident pas leurs patients, d'accord? Ils coupent des ligaments croisés et après, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, voilà, c'est next, le suivant, etc. Il n'y a pas de sous-métier. Vraiment, si aujourd'hui on doit se poser une question, nous, c'est que la composante, elle doit être altruiste, donc vous devez faire votre métier pour les autres, parce que ça vous fait plaisir, avec cette conscience écologique, d'accord? C'est-à-dire que si vous décidez de faire de la permaculture et que vous produisez des tomates, comme on disait tout à l'heure, genre sans OGM, etc., et que tous les jours, vous mettez tout votre cœur et votre intention à faire de la permaculture, de l'agriculture, où vous êtes artisan, menuisier, vous travaillez avec des bois recyclés, n'importe quoi en fait. Ce qui est important, c'est l'intention que vous mettez dans votre travail. C'est ça il n'y a pas de sous-métier. C'est vous qui vous êtes au fond de vous. Qu'est-ce que vous décidez de faire pour aider, toujours en ayant ça à la tête, aider votre prochain, aider l'humanité avec une conscience respectueuse de l'environnement, de la vie en général et de ce qui vous entoure. Voilà, j'ai ça à dire. Peu importe le choix que vous ferez, ça sera le bon. L'important que ce soit que vous le passiez avec votre cœur parce que vous l'avez choisi. D'accord, merci beaucoup, Amaury. Vous auriez pu faire très facilement la conclusion. J'aurais bien voulu conclure comme ça aussi. Du coup, est venu le temps de conclure. Je vous remercie énormément de vous être connecté aujourd'hui, de vous être rendu disponible et de nous avoir fait vivre un petit moment de partage de chacun vos métiers. Pour les trois, pour vous trois, c'était très intéressant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez réussi à nous véhiculer votre enthousiasme, votre dynamique, votre amour pour votre métier. C'était vraiment très passionnant. Donc, on retient pour les étudiants, pour les élèves de seconde, première et terminale, orientez-vous vers ce qui vous plaît avant tout. Et pour ce qui est des études de médecine, on retiendra le caractère passionné et surtout d'être à l'écoute d'autrui qui passe avant tout dans ce genre de métier. Voilà, je vous remercie énormément et on vous donnera du coup le lien de la vidéo qui sera mis en ligne et qui, nous l'espérons, sera vu par plein d'étudiants à qui vous aurez donné de l'enthousiasme à suivre cette voie. Merci beaucoup.